Concevoir un objet sur un ordinateur et le fabriquer en quelques heures est désormais très simple grâce à l'impression 3D. Cela m'a permis de réaliser de nombreux projets, des vélos électriques au moteur à air comprimé. Mais depuis 2 ans, je travaille sur un nouvel équipement pour mon atelier, une fraiseuse commande numérique par ordinateur faite maison. L'impression 3D ou fabrication additive consiste à créer une pièce en ajoutant de la matière. On peut solidifier une résine liquide, comme avec la Formlabs Form 4L, pour créer des pièces très précises et de grande taille. Cela peut aussi se faire en fondant un filament plastique via une buse, comme avec la Prusacore 1. Les deux machines requièrent un cadre rigide pour assurer la précision des pièces imprimées. Mais une fraiseuse, commande numérique par ordinateur, doit aussi pousser une fraise à grande vitesse dans des blocs de métal. Pour obtenir cette rigidité, le cadre est construit à partir de grandes profilés en aluminium, qui se boulonnent facilement entre eux et offrent un certain degré de réglage pour aligner l'ensemble par la suite. Cependant, quand je frappe le cadre avec un marteau, il résonne comme une cloche. Donc, s'il est à nouveau frappé, j'ai décidé de démonter le cadre pour le remplir de sable et de résine époxy ou granit époxy afin de réduire, je l'espère, certaines vibrations. Je ne saurais jamais si cela affecte la qualité de coupe, mais cela a clairement alourdi l'ensemble. C'est vraiment beaucoup plus lourd, et ce cadre crée les points de fixation le long desquels chacun des 3 axes va se déplacer. Il est essentiel que chaque axe ne bouge que dans sa direction imposée, ce qui est assuré par ces grands rails linéaires. Et pour entraîner chaque axe, ces grandes vis à billes sont utilisées pour transformer le mouvement de rotation d'un moteur électrique en mouvement linéaire. Cependant, le moteur réellement choisi est un moteur pas à pas NEMA 34, qui offre beaucoup plus de contrôle qu'une perceuse à main. Et chaque axe aura son propre moteur pour déplacer la fraise dans les 3 dimensions. Le 4e moteur de cette machine est la broche, conçue pour faire tourner des fraises tranchantes à 24 000 tours par minute avec une puissance de 22 kW. Les câbles des moteurs peuvent passer proprement par une chaîne porte-câbles longeant l'arrière du portique. En parlant du portique, ce type de machine à commande numérique, par ordinateur, est appelé un portique fixe, ce qui signifie qu'il nécessite une table de travail qui se déplace d'avant en arrière le long de l'axe I. C'est très similaire à certaines imprimantes 3D, comme la Prusa Mark IV, même si mon choix de conception n'a pas été directement inspiré par cela. De nombreuses grandes fraiseuses, commandes numériques par ordinateur, ont un portique mobile, idéal pour découper de grandes plaques. Mais cette conception peut manquer de rigidité car le portique doit bouger. Alors qu'une fraiseuse plus précise, souvent utilisée pour les métaux, aura un volume de coupe beaucoup plus petit, qui se déplace à la fois en X et en Y, tandis qu'une broche est fixée à un pilier rigide qui ne bouge que de haut en bas. Ma machine se situe donc à mi-chemin entre les deux, où l'axe X se déplace le long d'un grand portique rigide qui est fixé à la base du châssis et porte également l'axe Z. Ce qui permet à la plateforme de fabrication d'être relativement grande puisqu'elle peut passer sous le portique. J'espère que cela sera capable de découper de petites pièces précises pour mes projets, tout en pouvant aussi découper des plaques jusqu'à 500 mm en X et en Y. Mais pour contrôler tous ces axes, il nous faut une carte de contrôle. Et j'ai choisi d'utiliser la carte Duet 36HC, car elle m'a été recommandée par un autre youtubeur et constructeur de commandes numériques par ordinateur, Ivan Miranda. Cette carte a des fonctionnalités intéressantes, comme des pilotes de moteurs à haute intensité, ce qui permet de connecter les moteurs directement à ces broches, et un port Ethernet pour se connecter à Internet. Ainsi, il peut être contrôlé par n'importe quel appareil doté d'un navigateur Internet. Parfait. Et une fois que toute l'électronique a été installée, j'ai construit un cadre autour de la machine, en utilisant d'autres profilés, qui tiendront de fines plaques d'aluminium pour créer une enceinte. Comme je ne veux pas que mon atelier soit couvert de copeaux de métal. Et avec l'ajout de quelques lumières LED, la machine commence à avoir l'air plutôt professionnel. J'ai ensuite ajouté une porte en polycarbonate transparent à l'avant et un support pour un écran tactile bon marché destiné à piloter la machine. Enfin, j'ai câblé la broche. Si vous construisez une machine commande numérique par ordinateur, ne laissez jamais un écrou de pince desserré sur la broche. Surtout si elle va dans le mauvais sens. La construction complète de cette machine est documentée de façon bien plus détaillée sur ma 2e chaîne, où je fais aussi les premiers tests. Des découpes qui comprenaient la transformation de la grande plateforme en aluminium, en une plaque de fixation, en perçant et taraudant 178 trous. Cela facilite la fixation des pièces, ainsi que l'installation d'un étau de fraisage. Cette machine entière m'a coûté 3 955, soit un peu plus de 5 000 $.
et a pris beaucoup plus de temps à construire que ce que j'avais initialement prévu. Et ce coût inclut tout, des composants essentiels comme le châssis et les rails linéaires, aux composants additionnels comme l'écran tactile, le moniteur et la molette de déplacement manuel. Cela me permet de déplacer chaque axe par incrément de seulement 0,01 mm. Cependant, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment, vous le savez, j'ai déjà une fraiseuse commande numérique par ordinateur que j'ai achetée il y a environ 7 ans avec un budget très limité. Et à un gars qui devait avoir une phobie du frein filé. Ce n'est pas la machine la plus précise ni la plus fiable, mais elle m'a permis de fabriquer les grandes plaques en aluminium pour cette nouvelle machine. Donc, 2 ans et demi après avoir commencé à concevoir cette machine, elle est enfin terminée. Alors, fabriquons un moteur. Voici un bloc d'aluminium légèrement plus grand que la pièce que nous devons fabriquer, et nous devons programmer la machine. Le G-code est un ensemble d'instructions, essentiellement une liste de coordonnées où la machine doit se déplacer. Cela pourrait signifier va à Y5, soit 5 mm en avant, puis à X10, donc 10 mm à droite. Ensuite à 0, puis X0. La machine a découpé un rectangle. Mais il y a un piège, car toutes ces instructions sont relatives au point 0, souvent appelé le décalage d'origine. Maintenant, pour découper ce rectangle, le décalage d'origine n'est pas si important. Pourtant, il vaut probablement mieux le déplacer dans le coin inférieur gauche, juste pour éviter de gaspiller toute la feuille de matériaux. Si nous voulons découper un objet proche de la taille de la feuille, il est essentiel de bien définir sa position. Nous pouvons déplacer manuellement l'outil de découpe jusqu'à toucher le bloc de matériaux. Et ensuite, après avoir pris en compte le rayon de l'outil, le décalage de travail peut être mis à 0 sur cet axe. Mais cela peut prendre plusieurs minutes pour le faire précisément sur les 3 axes. Une autre option consiste à utiliser une sonde de palpage. Des sondes de palpage comme celle-ci, à monter dans la broche et à connecter à la carte de contrôle, sont disponibles dans le commerce. Mais je n'aime pas devoir retirer la fraise à chaque fois qu'une pièce doit être sondée. Alors j'ai fait quelques prototypes et j'ai conçu mon propre modèle. Cette pièce sert de support pour la sonde et nécessite 2 faces inclinées à 45 degrés, contre lesquelles la sonde s'appuie pour assurer son positionnement constant. Et ce support est fixé à la machine, avec quelques entretoises imprimées en 3D pour l'isoler électriquement du châssis. Ensuite, la sonde elle-même n'est qu'un autre bloc d'aluminium avec la petite aiguille de sonde que j'ai récupérée de la sonde commerciale, et celle-ci se fixe au support à l'aide d'un petit aimant. Mais pour que cette sonde puisse communiquer avec la carte de contrôle, j'ai fixé un fil à l'arrière du support et je l'ai connecté à une broche de signal. Ensuite, j'ai attaché un fil de masse au plateau d'impression. Si la sonde touche une pièce, elle ferme le circuit et la carte de contrôle enregistre la position. Ensuite, je peux mesurer et programmer le décalage entre la sonde et la broche, puis il enregistrera exactement où se trouvera le point de référence de travail. J'ai aussi préprogrammé des séquences de palpage, dont le palpage des 4 côtés d'une pièce pour trouver son centre. Et ça fonctionne étonnamment bien. Même si c'est très simple, le palpage de matériaux non conducteurs peut poser quelques problèmes. Fabriquons enfin un carter. J'ai encore beaucoup à apprendre en usinage, donc les paramètres font parfois que la machine semble un peu brutale. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de la qualité des pièces que cette machine peut produire. La face supérieure de cette pièce, qui sera l'arrière du carter, doit être alésée pour loger le vilebrequin et les roulements. Et j'ai percé quelques trous de fixation à l'arrière pour tester le moteur plus tard, qui peuvent être filetés avec une fraise à fileter dotée de dents inclinées pour un filetage parfait, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'effort par rapport au taraudage manuel des trous. Ensuite, cette étape d'usinage se termine avec un outil à chanfreiner pour ajouter un angle de 45 degrés au coin. Après finition, la pièce doit être retournée pour usiner la face supérieure du carter, nécessitant une nouvelle référence. L'emplacement des pièces a changé. Il est essentiel de bien régler le décalage de travail, car ce trou accueillera le cylindre. Pour monter le cylindre, j'ai choisi d'utiliser un trou taraudé, plus précisément un filetage M16 au pas de 1 mm, ce qui est très satisfaisant à usiner avec la fraise à fileter. La raison de ce filetage sera expliquée plus tard. Donc, après une autre coupe de chanfrein rapide pour ébavurer les arêtes, le carter peut être retourné une dernière fois pour usiner la face avant, qui nécessitait une prise de référence, un surfaçage et beaucoup de matière à enlever pour lui donner une belle forme cylindrique, ainsi qu'un alésage au centre, là où l'arbre de sortie passera. Donc, la première partie du moteur est maintenant terminée, ce qui a pris environ 1 heure d'usinage.
En la fabriquant, j'ai aussi imprimé en 3D la même pièce en résine sur la Formlabs Form 4 avec environ 2 heures pour impression et finition. J'ai également imprimé une version sur la Prusa Core 1 en utilisant du plastique PLA, ce qui n'a pris que 22 minutes. Cependant, cette comparaison est inéquitable, car la préparation de la pièce en aluminium prenait environ 2 à 3 heures. C'est parce que, contrairement aux imprimantes 3D, où je peux simplement importer un modèle 3D, changer quelques paramètres et cliquer sur imprimer. La commande numérique par ordinateur a besoin que chaque coupe soit préprogrammée, jusqu'à la profondeur de la coupe, la vitesse à laquelle l'outil doit se déplacer, ou même quel outil utiliser. Et si vous vous trompez, il est très facile de casser des choses. Même si la pièce en aluminium semble cool et sera la plus solide pour des éléments comme ce carter, il n'est pas forcément nécessaire qu'elle soit aussi résistante. L'imprimer en 3D aurait été plus simple et économique. Pourquoi maintenant fabriquer un moteur à air en aluminium alors que mes précédents moteurs en plastique fonctionnent très bien? C'est en partie parce que je veux tester ma nouvelle fraiseuse commande numérique par ordinateur avec un projet. Je pense aussi qu'augmenter la pression de fonctionnement de ces moteurs pourrait améliorer leur efficacité et puissance. Pour faire fonctionner les moteurs, avec du CO2 liquide qui à température ambiante atteint environ 900 livres par pouce carré. Cependant, contrairement à l'air comprimé classique à 900 livres par pouce carré qui diminue progressivement en pression à mesure que le moteur fonctionne, le dioxyde de carbone liquide devrait maintenir 900 livres par pouce carré, jusqu'à ce que tout le liquide se soit évaporé, agissant presque comme une source de gaz autorégulée. Ce moteur devrait maintenant fonctionner avec de l'air ordinaire à 100 livres par pouce carré. J'apprends encore à fabriquer certaines pièces et dois comprendre plusieurs aspects avant de réaliser le moteur au CO2, notamment pour le piston et le cylindre. La fraiseuse, commande numérique par ordinateur, excelle pour les coupes droites, avec son mouvement linéaire, mais rencontre des difficultés pour couper des cercles. Cela est en partie dû à la limite de précision des moteurs d'entraînement, mais aussi au système de coordonnées G-code que la machine doit suivre. Comme mentionné précédemment, pour couper un carré, nous avons besoin de 4 lignes de coordonnées, donc pour couper un octogone, il nous faut 8 lignes. En augmentant encore le nombre de coordonnées, on se rapproche d'un cercle. Cependant, même avec 150 lignes de code générées par le logiciel commande numérique par ordinateur, on reste loin d'obtenir un cercle parfait. Idéalement, cela pourrait être réalisé avec un tour qui crée des pièces rondes en les faisant tourner devant un outil de coupe fixe. Mais qu'en est-il si on fait l'inverse, en faisant tourner l'outil de coupe autour d'une pièce fixe? Pour cela, nous devons fabriquer un outil spécial qui décale l'outil de coupe du rayon du piston. Donc, cet outil a un alésage au centre, qui est plus grand que le diamètre du piston. Il faut retirer un peu de matière sur le côté pour installer l'outil de coupe. Cet outil sera finalement monté dans la broche et tournera jusqu'à 10 000 tours par minute. Donc, il doit être bien équilibré, ce qui n'est pas facilité par le fait d'enlever une grande quantité de matière d'un seul côté. Pour contrer cela, le design paraît très inhabituel, car le manque de matière de ce côté est compensé par le retrait de matière de l'autre côté. J'ai utilisé l'outil centre de masse de mon logiciel de conception assisté par ordinateur pour concevoir cela, en espérant que ce sera équilibré dans la réalité. Ensuite, il est reparti sur le côté pour usiner une petite fente triangulaire. Je vais utiliser une de ces plaquettes de coupe fixée avec un petit boulon. J'ai dû percer et tarauder un trou. Ne disposant pas d'une fraise à fileter assez petite, je l'ai fait à la main. Et littéralement 3 tours après avoir bêtement arrêté l'enregistrement, j'ai cassé le tarot. Ce tarot était vraiment bien coincé, et il est trop petit pour être retiré de la pièce sans l'endommager. J'ai donc usiné une nouvelle pièce et taraudé de l'autre côté, ce qui a bien mieux marché. Enfin, la pièce peut être retournée pour retirer le reste du matériau brut. Un trou peut être percé au centre, puis taraudé en MDX. Je peux donc utiliser un boulon à épaulement de 12 mm comme arbre principal. Avec la petite fraise fixée, l'outil peut être chargé dans la broche pour vérifier si le piston est parfaitement rond. L'outil était bien équilibré et la qualité du piston nettement supérieure. Comme l'outil s'occupe de la coupe circulaire, la commande numérique par ordinateur n'a qu'à se déplacer verticalement. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil pour le cylindre. Heureusement, un outil existe pour cela. Ceci est un outil d'alésage et il fonctionne de la même manière que mon outil fait maison. Mais pour les diamètres internes, et contrairement à mon outil, son diamètre peut être ajusté en tournant ce cadran.
Pour fabriquer le cylindre, on perce d'abord un trou sous-dimensionné avec une fraise, puis on l'élargit à l'alésoir au bon diamètre. Cela nécessite plusieurs passes pour atteindre la bonne dimension, car je veux que piston et cylindre soient au plus près de l'étanchéité, pour éviter d'utiliser des segments de piston. Et c'est plutôt réussi. Cependant, il y a un léger problème avec ce procédé d'usinage, car il laisse des lignes horizontales dans le cylindre et sur le piston, ce qui peut provoquer des frottements entre les deux surfaces en mouvement. Pour résoudre ce problème, j'ai acheté de la pâte à rôder, qui est une pâte abrasive. Et lorsqu'elle est combinée avec un outil personnalisé imprimé en 3D qui applique une pression interne au cylindre, cela devrait permettre de polir le cylindre pour le rendre lisse. Maintenant, ce moteur est aussi basique qu'un moteur peut l'être, et il repose entièrement sur mon hypothèse que le joint du piston le fera fonctionner. La soupape d'admission d'air sera une simple soupape à billes, ouverte par une petite tige usinée sur le haut du piston. Il est essentiel que le piston ouvre la soupape à billes au sommet de sa course. En raison de la géométrie d'un vilebrequin, moins de couple est nécessaire pour ouvrir la soupape si elle est proche de la position de midi. Si l'étanchéité entre le piston et le cylindre est imparfaite et que l'air fuit, la soupape doit rester ouverte plus longtemps. Cela réduit fortement l'efficacité et peut empêcher le moteur de fonctionner. L'autre aspect à prendre en compte est la compression causée par le piston qui monte dans le cylindre, ce qui est important pour l'efficacité d'un vrai moteur à combustion, mais pourrait poser des problèmes avec ce moteur à air. Si la compression génère une pression supérieure à celle d'alimentation, l'air retournera vers le réservoir, transformant le moteur en mini-compresseur. Comme ce moteur fonctionne à l'air, vous vous demandez peut-être pourquoi je découpe des ailettes de refroidissement dans le cylindre. Lorsque j'alimente un moteur avec du CO2 liquide, l'expansion du gaz à haute pression provoque une forte baisse de température, comme une bombe aérosol qui refroidit en pulvérisant. Par conséquent, ces ailettes servent en fait à chauffer le cylindre, ce qui devrait aider le gaz à se dilater et, espérons-le, améliorer les performances. Donc, avec le piston et la bielle fixée au vilebrequin, le cylindre peut être monté avec son attache filetée et un minuscule joint torique avec une bille de 3 mm peut être inséré dans la culasse pour fabriquer la soupape d'admission. Une fois le moteur assemblé, il peut être monté sur un support sur mesure avec une grande hélice servant de volant d'inertie. Avec une alimentation en air comprimé reliée à la culasse, va-t-il fonctionner? Pas tout à fait, mais c'est pour cela que le cylindre est vissé dans le carter. En tournant le cylindre, on règle le calage de la soupape d'admission. Donc, si le cylindre est abaissé, la soupape s'ouvrira plus tôt et se fermera plus tard. Si elle s'ouvre trop tôt, le moteur fera des retours de flamme. Pourtant, même après plusieurs tentatives d'ajustement précis du calage des soupapes, il ne voulait toujours pas démarrer. J'ai donc décidé d'injecter un peu d'huile minérale dans les orifices d'échappement, ce qui semble beaucoup aider. Et avec quelques petits réglages du calage des soupapes, il semblait atteindre une sorte de plage de puissance étrange. Je dois trouver comment verrouiller le filetage du cylindre après avoir trouvé la bonne position, car la torsion du tube de pression change lentement le calage des soupapes. Je ne pourrais pas être plus heureux de ce premier prototype, car j'ai beaucoup appris lors de sa fabrication. Comme déjà dit dans la vidéo, toute la construction de ma machine commande numérique par ordinateur est détaillée sur ma seconde chaîne, Station Team. Donc, si vous êtes intéressé par d'autres contenus supplémentaires que j'ai réalisés, allez y jeter un œil et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.